Bonjour Pierre-Emmanuel, merci d'avoir Bonjour. accepté cette interview avec le Club Digital. On vient juste de finir le confinement, c'est le premier jour de déconfinement et on souhaitait t'interviewer aujourd'hui parce que tu as plus de 15 ans d'expérience dans un monde télévisuel qui a été en pleine mutation. Tu as d'abord passé 7 années chez Eurosport où tu as occupé notamment le poste de Head of Program Marketing and Research TV Internet Mobile, puis 9 années chez Canal+, où tu as gravi les échelons jusqu'à devenir Chief Digital Officer. Alors aujourd'hui, en tant que CDO chez Canal+, tu t'occupes de la plateforme MyCanal. Alors, c'est la plateforme OTT du groupe. Alors, la plateforme OTT, c'est-à-dire sans la participation d'un opérateur de réseau type Free, Orange ou SFR. Et cette plateforme, elle a la particularité en France d'être la plus consultée, avec plus de 2 millions de visiteurs uniques par jour. Et c'est pas tout, dans ton périmètre, tu t'occupes également des pages social media du groupe, qui regroupe une communauté de plus de 80 millions de femmes, et de la transformation digitale du groupe. Est-ce que j'ai bien résumé ton parcours Oui, oui, tout à fait. Tout à Super. fait. En tout cas, j'ai envie de commencer justement par ton parcours. Tu étais pendant 2 ans directeur marketing stratégique et data CRM avant de devenir CDO chez Canal+. Et on se pose la question, parce qu'on a vu que le périmètre était très large, c'est quoi le rôle d'un CDO chez Canal+? Est-ce que c'est vraiment différent de ton rôle précédent qui était un rôle très orienté marketing? Que fait le CDO chez Canal+? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Le rôle de CDO chez Canal+, c'est piloter et coordonner en fait les actions sur le digital, qu'elles soient à la fois sur la logique de production de programmes ou d'éditorialisation, d'accompagnement des équipes marketing et commerciales pour développer de la valeur sur ce nouveau canal de distribution, et puis accompagner le produit et les process pour que le produit soit le meilleur possible. L'enjeu, c'est d'accélérer la mutation d'entreprise, donc à la fois sur une transition de son métier de télévision à un métier de multiplateforme. Et cela, ça se fait avec toutes les entités avec lesquelles on est amené à travailler, de la régie publicitaire aux équipes commerciales, en passant par les équipes éditoriales et de production. C'est super intéressant parce qu'on dirait que finalement que ton poste, arrête-moi si je dis une bêtise, mais il suit un petit peu une évolution voilà, qui va vraiment du cœur marketing vers la mise en application de stratégies-là marketing Mhm. sur le marché. Et effectivement, on est sur un marché qui a beaucoup évolué. Et on dirait que ton poste, il suit un petit peu cette évolution. Le monde télévisuel, il y a eu l'arrivée de l'IPTV, il y a les box free, SFR, Orange. Alors, IPTV, c'est toutes les box où on peut dessus avoir la vidéo à la demande et le replay. Et puis, il y a eu aussi l'arrivée qui est peut-être encore plus brutale, de Netflix sur le marché français. Donc ça, c'était à l'automne 2014. Puis, il y a Amazon Prime Video. Et depuis quelques jours, c'est même Disney+. Si on regarde même les chiffres, en février 2019, le nombre d'abonnés Netflix en France dépassait celui de Canal+. Il y a beaucoup de bouleversements qui ont eu lieu. On imagine que le marketing de Canal+ a dû évoluer lui aussi en parallèle pour faire face à ces évolutions. Et pour toi, d'après toute cette évolution et tout ce changement du paysage concurrentiel, qu'est-ce qui a vraiment changé, ce qui a le plus changé pour Canal+? Alors, ce qui a le plus changé, c'est effectivement, comme tu l'as dit, on a eu plusieurs vagues en fait d'arrivées de concurrents. Mais ça, quelque part, je dirais que Canal en a toujours connu. En fait, Canal a plus de 35 ans d'histoire, et on a connu, ce qui est logique, comme dans beaucoup de marchés, des vagues de concurrents qui arrivaient. Et quelque part, à chaque fois, ils étaient plus gros. C'est-à-dire que le premier gros concurrent de Canal+, c'était sur son activité de distribution CanalSat. Il y a eu TPS, voilà, qui a été où c'était tous les acteurs de la télévision, on va dire hertzienne, qui s'étaient regroupés avec TPS. Donc il y a eu TPS. Puis après, il y a eu OCS qui s'est lancé dans le sport, qui s'est lancé dans le cinéma, avec qui on a été frontal pendant une période, puis après on est devenu partenaire. Ensuite, il y a eu Bein en 2012, où on nous a dit voilà, Bein va tout rafler, ils ont des moyens énormes, ils vont prendre tout sur le sport ou autre. Donc aujourd'hui, ça a été des concurrents. Puis maintenant, ce sont des partenaires avec qui on travaille. En 2015, il y a eu Netflix. Ça a été la même logique. On nous a dit, voilà, ils vont manger. Effectivement, Netflix est devenu plus gros que Canal+ en termes de nombre d'abonnés, mais par contre, en termes de taille et de valeur, Canal+, qui a des abonnements plus chers, en fait, a un poids sur le marché plus important. Et puis surtout, Canal+ fait vivre beaucoup plus de partenaires, un écosystème autour de lui qui est plus important que Netflix. Et puis maintenant, ce sont des Apple, des Amazon, donc sur les GAFA qui arrivent,
Donc effectivement, on a toujours eu ces vagues de concurrents et en fait, on a prouvé, et on espère le prouver encore que, on a su s'adapter en conservant notre ADN qui était très contenu centré. Voilà, notre capacité à nous différencier au travers du contenu, à avoir une histoire à raconter autour de notre contenu et à la mettre en musique jusqu'à la proposer en offre B2C. Et ce qui a été fort dans ces dernières années, et notamment, c'est ce qu'on a mis, en musique lors du plan marketing en 2015-2016, c'était de se dire: les acteurs, on a cet enjeu d'agrégation à mettre en musique avec des acteurs comme Bein ou Netflix où demain, on ne pourra plus être la seule offre du marché comme on a pu l'être pendant une dizaine d'années au lancement de Canal+. Il faudra faire avec ces gens-là. Et donc, c'est par le métier d'agrégation que l'on peut amener en fait, ces concurrents à travailler avec nous. Ce qu'on a réussi avec Netflix, c'est ce qu'on a réussi ces derniers jours avec Disney+, puisqu'on distribue Disney+ en France de manière exclusive. Donc, ça, ce sont des points intéressants et parallèlement à cela, on a travaillé effectivement notre positionnement et notre proposition marketing. Il y a 2-3 ans, on n'avait que des offres avec engagement sur écran de télévision. Maintenant, on a revu nos offres. On a, des offres sans engagement, dédiées aux jeunes, heu, à des prix tout à fait compétitifs. Notamment, voilà, on a une offre pour les jeunes à 10 €, sans engagement, avec du sport, du cinéma et des séries. C'est Et toi qui l'avais puis lancé, hein, cette offre, il me alors, semble. en fait, enfin, on l'avait, pensée sur le plan marketing. Elle a été lancée, il y a 2 ans, donc on l'avait écrite à l'époque et puis on avait un peu eu du mal à la mettre en œuvre, hein, parce qu'on voilà, on avait des enjeux d'ARPU. Donc voilà, lancer une offre à 10 €, c'était quand même un risque. Ouais. Et puis, il y a toujours ce temps de maturation. Et puis, il y a eu des partenariats faits aussi avec les partenaires, FAI comme, Free ou Orange, sur des partenariats de distribution en wholesale. Donc tous ces éléments-là nous ont permis en fait de sécuriser notre écosystème, à la fois en termes de proposition de valeur, sur nos offres, à la fois en termes de modalités de distribution et de sécurisation d'un footprint pour nos contenus et puis à la fois de flexibilité, vis-à-vis d'un environnement technologique en forte mouvance au travers de MyCanal. Donc si je résume, il y a vraiment l'agrégation de contenu, qui vous a permis, bah, finalement d'un peu englober, les nouveaux arrivants sur le Mmh. marché. Et puis il y a aussi, voilà, il y a le développement de votre offre marketing pour vraiment consolider le socle, de Canal+, faire en sorte qu'il ne s'érode pas et qu'il continue à avancer. C'est les 2 grands piliers que Exactement, d'accord. Et exactement. je vois que, aussi tu as notamment piloté, le plan de transformation de data, avec Mmh. le revient de Data Lake et de la DMP. Bah, les nouveaux acteurs qui sont entrés sur le marché, ils utilisent énormément la data. Ils sont vraiment reconnus pour ça, bah, Netflix, Amazon et consorts. Est-ce que, pour toi, une évolution comme ça sur, le data lake, comment ça a changé en fait le business de Canal+? Et en fait, est-ce que ça vous permet vraiment, de faire face à la concurrence? Est-ce que vous vous sentez sur ces sujets, en avance, en retard? Est-ce que ça devient une force pour Canal? Alors la data a été historiquement une force, pour Canal, pour une raison simple, c'est qu'effectivement on a un lien direct avec, nos abonnés, puisque quand ils s'abonnent, effectivement, ils nous transmettent un certain nombre de données pour que l'on puisse, leur servir au mieux leur abonnement. Et puis on a, parallèlement à cela, au travers de toutes nos box, accès à, un certain nombre de données, d'usage, pour permettre de maximiser leur expérience, de consommation. Donc effectivement, oui, ces éléments-là nous ont permis de bien pouvoir nous positionner sur le marché. Ce que le plan data a apporté, c'est qu'on a été, pendant très longtemps chez Canal, cette donnée-là a été une donnée, à vocation de décision stratégique, hein, sur des appels d'offres, sur, des choix d'investissement. Ça a été des décisions aussi d'affiner, certaines, logiques d'offres, mais c'était pas peu utilisé de façon, très régulière dans l'adaptation de nos offres, de notre relation avec les utilisateurs, dans la personnalisation des messages. Et c'est quelque chose que l'on a réussi à faire depuis, 2016 et qui nous a permis de rentrer dans un modèle d'itération et d'optimisation de la relation avec, nos clients. Alors à dire qu'on est au même niveau que Netflix et Amazon, je ne pense pas, parce que c'est des acteurs qui, ont construit, ont investi et sont partis comment dire? N'ont pas eu un existant en fait comme Canal a pu l'avoir,
par des années de construction d'un système d'information basé sur du décodeur ou autre. En revanche, nous, ça nous a permis quand même de proposer des offres plus concurrentielles par rapport à ces acteurs-là, de développer une gamme qui nous a permis d'accueillir ces partenaires en identifiant quels étaient les contenus consommés par nos utilisateurs, pouvoir retravailler après des rebonds associés, et puis surtout de travailler les leviers marketing en digital avec cette data-là. C'est qu'effectivement, quand vous faites une opération marketing et que vous êtes capable d'identifier parmi vos clients ou parmi vos prospects ceux qui ont une plus forte appétence pour une typologie de films type des Warner, des Avengers ou autres, vous avez une capacité d'adapter vos messages et d'être plus pertinent dans l'engagement de vos clients qui a une valeur sur le marché, tout à fait. Donc, c'est ces éléments-là qui nous ont permis d'optimiser notre conquête et puis d'engranger en fait une connaissance client qui nous permet d'être plus dans l'accompagnement et la création de valeur au sein du parc. Et ce qui va en ligne avec votre nouveau pilier d'être finalement un distributeur de contenu, de bien connaître votre audience. Mm. Et Tout à fait. Et je rajouterais d'ailleurs, après, tu mentionnais le métier d'agrégation, qui est effectivement un métier qui n'est pas nouveau pour Canal, mais qui est de plus en plus cœur dans un marché où les GAFA arrivent, puisque ces gens-là sont par nature en fait des agrégateurs au travers de leur store, au travers de leurs expériences et au travers des devices qu'ils proposent, parce qu'un device, quelque chose, c'est une agrégation en fait d'accès à un certain nombre de services euh, au travers des stores. Nous, ce que l'on croit, c'est qu'effectivement notre métier d'agrégateur dans la vidéo est important, mais c'est un métier historique. C'est ce que à l'époque, quelque part, on agrégeait en fait des chaînes que l'on proposait au travers d'un bouquet qui s'appelle CanalSat. Aujourd'hui, le métier d'agrégation a changé et il est traduit à la fois dans une expérience qui s'appelle MyCanal et à la fois dans des offres dans lesquelles vous avez Canal+, plus ensuite, si vous en voulez plus, vous avez des partenaires proposés en add-on. alors justement, cette agrégation, elle se fait sur la plateforme MyCanal. Alors, on a dit en intro, alors c'est la plateforme TV la plus consultée en France, avec plus de 2 millions de visiteurs uniques par jour, ce qui est énorme pour la France. Et justement, si vous avez ce rôle d'agrégateur, peux-tu nous présenter la plateforme de ton point de vue et son rôle dans la stratégie digitale de Canal+. En quoi elle permet Canal+ de se différencier d'autres plateformes qui sont sur le marché? Alors, MyCanal, comme je disais, quelque part pour nous, c'est le véhicule, c'est l'incarnation en fait de notre métier, un métier de créateur, éditeur et ce qu'on appelle agrégateur-distributeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, MyCanal, ça a été pensé jusqu'en, on va dire, 2016, 2017, c'était ce qu'on appelait un second écran, c'est-à-dire que ça permettait aux abonnés de pouvoir consommer en dehors de l'unique écran de télévision, notamment en mobilité. Aujourd'hui, on souhaite que MyCanal aille plus loin que ça. C'est une plateforme qui permet aux non-abonnés de découvrir l'expérience Canal+, qui leur permet de prendre des abonnements. Ça permet à nos abonnés d'évoluer dans la gamme, de découvrir de nouveaux contenus. Donc, c'est une plateforme qui ne se veut plus uniquement comme un second écran d'un abonnement télé. Ça se veut quelque part une expérience en propre, puisque quand on prend une offre sans engagement OTT, on a entre guillemets que MyCanal comme accès et comme service. Et en fait, on l'a positionné comme vraiment le compagnon télé en fait, de nos utilisateurs, d'où l'importance du métier d'agrégation, parce que sa singularité, quelque part, c'est la multiplicité des typologies de contenu qu'elle propose. Parfois, je dis, et de façon très humble, c'est-à-dire que c'est factuel, c'est un mix entre Netflix, MyTF1, Molotov, puisque ça va proposer du live comme peut le proposer un MyTF1 et le replay de Canal+, comme peut le proposer un MyTF1, c'est-à-dire que c'est une plateforme pour un éditeur, qui est l'éditeur Canal+. Ça va proposer des services de SVOD, puisqu'on a un certain nombre de contenus qui sont proposés en SVOD sur le cinéma ou les séries, comme peut le proposer Netflix. Et puis, la particularité qu'on va avoir, c'est que nous, on va agréger plusieurs chaînes gratuites. Donc, ça veut dire que ça nous positionnerait comme un Molotov, mais aussi payantes. Et donc, le mix de tout ça fait qu'on peut vraiment être un compagnon télé de nos utilisateurs qui se disent bah, tiens, ce soir, qu'est-ce que j'ai envie de regarder? J'ai une destination, ça s'appelle MyCanal, et selon mon offre, je vais avoir plusieurs choses qui me sont proposées. Et donc, nous,
on travaille cette logique-là en se disant, voilà, il y a une multiplicité de contenus qui est proposée avec une temporalité qui est à la fois celle de la télévision, c'est-à-dire ce soir, j'ai un rendez-vous à telle heure, ou celle de la profusion et de la profondeur où je crée ma bibliothèque de contenu. Et tout l'enjeu de l'expérience MyCanal, c'est d'être, porté par une prescription humaine, c'est-à-dire que nous, on a un moteur de recommandation, mais qui ne fait pas tout dans l'expérience, puisque notre rôle, c'est le rôle de prescripteur qu'a toujours eu Canal+, par son positionnement éditorial et puis par son positionnement télé, hein. Quand on fait de la programmation, bah, c'est faire la prescription entre horaire et attente des utilisateurs. Donc, on a cette prescription humaine qui est un élément important. Et puis, l'autre élément, c'est qu'effectivement, on essaie, en plus de ça, d'apporter toutes les fonctionnalités issues du digital et de ces nouveaux acteurs, plateformes de streaming, qu'elle soit vidéo ou audio, c'est-à-dire comme on a une profusion de contenu, comment on fait pour que le service devienne un compagnon de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il y retrouve ses playlists, qu'il puisse être alerté lorsqu'il a des éléments qui l'intéressent, qu'il puisse sélectionner facilement et retrouver facilement ses contenus. Donc ça, c'est tout l'enjeu de tout acteur qui est dans une offre de profusion, de pouvoir à la fois amener son utilisateur à trouver le plus vite possible son contenu et en même temps à lui faire découvrir du contenu un petit peu en dehors de ses parcours habituels, parce que c'est ça qui crée de la valeur lorsque vous avez un abonnement, de se dire: «Ah, ça, je ne l'aurais pas découvert et la valeur du service, c'est de m'avoir fait découvrir ça en plus». Et en plus, c'est complètement dans l'ADN des prescripteurs de Canal+, historique. C'est le vrai compagnon télé, en fait, avec d'un côté, l'éditorial, le célèbre côté éditorial de Canal+, qui est Tout à fait. très reconnu, et d'un autre côté, organiser, en fait, les contenus, ben, pour qu'on puisse, il y en a beaucoup, profusion, surtout si c'est agrégateur de contenu pour simplifier la vie de l'utilisateur. Tout à fait. Quand on écoute ça, on se dit que c'est un sacré challenge. Vous Oui. l'avez fait pour la France. Mmh. Une des forces aussi d'un concurrent comme Netflix, c'est je pense d'avoir aussi su scaler à travers différents marchés. Canal+ est aussi présent dans des beaux marchés qui sont Mmh. finalement aussi en pleine croissance comme la Pologne ou l'Afrique. Est-ce que vous, cette plateforme, vous avez aussi volonté de faire du scale dessus, de réutiliser tout ce que tu viens de nous expliquer en fait sur cette belle plateforme pour aller aussi voilà, capitaliser sur cette construction, sur cet acquis en fait que vous avez, cet acquis technologique pour aller chasser ailleurs? Alors, c'est effectivement un de nos enjeux, depuis une douzaine de mois. C'est effectivement de déployer la plateforme, MyCanal dans différents pays, sur lesquels le groupe est installé. Aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine de pays dans lesquels, le groupe Canal+ opère. On a, 20 millions d'abonnés, au total et effectivement, notre enjeu, c'est de déployer progressivement la plateforme MyCanal sur ces géographies-là. Donc on a fait, la France métropolitaine, c'était le cœur. Après, on a fait les DROM, on a fait la Suisse. Effectivement, des déploiements ont été annoncés prochainement en Pologne. Et notre stratégie, c'est effectivement d'aller progressivement sur l'ensemble de nos territoires. On le fait de façon progressive. Pourquoi? Parce que la stratégie de Canal+, n'est pas celle d'acteurs comme Netflix qui ont une logique très globale. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est heu, une même structure d'offre, une même structure de commercialisation, et une offre de contenu quasi identique sur tous les marchés. L'expérience et le positionnement du canal, c'est d'être proche et d'être local, d'être multilocal. Donc la plateforme, en fait, va s'adapter quelque part à quelques spécificités de marché, puisqu'on n'a pas les mêmes, typiquement, on n'a pas les mêmes modes de commercialisation, en Afrique, qu'en France, qu'en Pologne non plus. Donc, ça, c'est un des premiers éléments qui fait qu'on réfléchit à l'adaptation de la plateforme, puisque la plateforme sert à la fois donc à de l'usage, mais également, à des modalités de conquête et de gestion d'abonnement. Et puis, on s'adapte également en termes de contenu et on va s'adapter aussi aux éléments structurels des marchés, liés au débit, liés, à la modalité, d'accès, au streaming et à internet et aux coûts que ça génère chez les utilisateurs. Donc effectivement, sur l'Afrique, par exemple, on n'aura pas les mêmes enjeux sur, la bande passante qu'on peut avoir, sur la France et notamment sur les modalités de paiement, associées. Donc effectivement, on a cette volonté de se déployer partout, notamment sur des territoires sur lesquels effectivement on est, très présent et avec cette logique qui ne va pas être de faire un déploiement, simplement, une géographie supplémentaire, mais en adaptant, le produit
aux attentes du marché. Oui, parce qu'on Mais le ça ne sera rappelle. pas N, ça ne sera pas N MyCanal, ça sera un MyCanal adapté à chaque marché. D'accord. Bah, justement, ça renforce encore plus, je pense, la question que j'allais te poser pour la suite. C'est construire une plateforme déjà de streaming où il y a plusieurs millions de personnes qui vont se connecter en même temps et qui attendent d'avoir leur contenu tout de suite, notamment, je pense à un match de foot, par exemple. Mhm. Et ensuite, il faut déployer cette plateforme. Ben, si on veut faire en plus du local, comme tu l'as dit, il y a des adaptations probablement à faire, peut-être des briques technologiques spécifiques, notamment pour la connectivité. On pense à des marchés où l'Internet peut être un peu moins développé. Ça a l'air d'être un défi technique et organisationnel colossal. Mhm. Euh, Tu es en plein dedans. Ouais. Pour toi, est-ce que tu peux un peu nous en parler, voilà, nous dire, ben, c'est quoi pour toi les clés de succès de ce projet? Si tu as même un peu la genèse du projet à nous raconter, comment vous en êtes arrivé là actuellement à faire ces choix-là. On est vraiment curieux de comprendre voilà, comment tout ça peut se mettre en place voilà, rapidement, combien de temps ça prend, Alors, comment on fait? c'est des projets de long cours. Alors, moi, je vais préciser, hein, mon périmètre à moi est vraiment d'être, je suis quelque part business owner d'un point de vue digital sur le marché français. Comme la plateforme, elle a été construite sur la France, on la déploie avec les équipes de Canal+ International. Donc, c'est un gros travail, une forte collaboration main dans la main avec les équipes de Canal+ International pour justement adapter le produit et ne pas leur donner un kit tout en un, enfin, comment dire, un produit fini en leur disant, ben voilà, c'est ça et vous pouvez rien changer, débrouillez-vous, c'est pas adaptable. Justement, tout notre enjeu, c'est de créer des briques modulables qui permettent à chaque marché de maximiser en fait son business. Et ensuite, pour répondre à la question, quels sont les facteurs clés de succès sur lesquels nous on s'est basé? Ben, il faut déjà une volonté forte managériale pour que le top management soit euh, très au fait de l'enjeu qu'il veut poser aux équipes et des délais dans lesquels ils veulent faire. C'est-à-dire Donc qui ça, est impliqué? Maxime Saada lui-même, du Exactement. coup, porte le projet et suit D'accord. les projets de façon. Donc, c'est une volonté managériale très forte parce que c'est au cœur de la stratégie du groupe. Euh, donc, ça, c'est un premier point qui est très important. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir construit des expertises technologiques fortes, à la fois dans la logique, dans les technologies, dans les développements et dans les capacités de déployer sur des box ou sur des écosystèmes Android ou iOS pour permettre en fait d'être agile dans la façon dont on adapte certaines fonctionnalités ou certains développements. Vous faites tout en interne? Vous avez toutes vos On équipes de fait développement? on fait une grande partie en interne, tout à fait, où on se fait aider par des consultants, mais en interne. Il faut surtout après, et ça c'est vraiment ce qu'on a construit là depuis 1 an et demi, avec le nouveau directeur du produit qui nous a rejoint, c'est vraiment avoir une équipe produit qui est très intégrée dans les décisions business et ne pas avoir du business d'un côté, du produit de l'autre. C'est vraiment mêler les deux pour qu'il y ait une co-construction lorsque le produit évolue. Mettre en place une organisation agile parce qu'on a besoin, ce que je disais tout à l'heure, hein, de test and learn, donc avoir les bons outils pour pouvoir suivre ce que l'on fait, A/B tester et rendre les choses plus agiles. Pourquoi ça c'est important? C'est quand vous allez voir une nouvelle géographie et que vous allez leur dire ben, c'est comme ça que ça se passe et voilà pourquoi on a fait comme ça et voilà pourquoi on pense que pour vous c'est aussi la bonne solution. Quand vous avez des éléments très concrets, forcément vous avez des arguments qui ne vont pas être que sur des principes mais qui vont être étayés. Et puis, pour finir, pour que tout ça fonctionne bien, il faut une gouvernance qui soit bien. Et donc, le fait d'avoir à la fois on top un management qui pousse beaucoup et des équipes bien intégrées, à la fois produit et business, ça nous permet d'avoir la mécanique qui va bien pour déployer ces éléments. Mais tout n'est pas tout le temps réussi. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un apprentissage de tous les instants et ce qui rend le sujet très palpitant. Déjà, sur un marché, c'est un bel enjeu parce que on a des enjeux sur Canal qui sont à la fois des enjeux de distribution, mais aussi des enjeux publicitaires parce qu'on a des chaînes gratuites, on a donc MyCanal agrège tous ces éléments-là, et puis des enjeux effectivement de faire collaborer des modèles business selon les marchés qui ne sont pas les mêmes, donc du coup des attentes vis-à-vis du produit qui ne sont pas les On imagine. Et du coup, donc Canal+, il y a la télévision, mêmes. il y a l'application MyCanal, et puis en fait, il y a aussi les réseaux sociaux.
Alors les réseaux sociaux, c'est quand même 80 millions de fans, pour Canal+. Et vous avez dépassé ces 2 dernières années 3 milliards de vidéos vues par an. Je dis Mmh. pas de bêtises, c'est les bons chiffres? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Et tu peux nous en parler? Tu peux nous présenter un petit peu, ce que vous faites sur les réseaux sociaux et quelle valeur ça apporte vraiment à Canal+? Comment ça s'intègre aussi dans son écosystème, digital et Mmh. télévision? Alors, la chance qu'on a dans le groupe, c'est qu'on a, une multiplicité de marques antennes et de marques chaînes très large. Ça va aller de, TPMP au compte de Planète Plus, en passant par, notre compte, le compte sport et tous nos contenus sport, le compte du CFC, à Studio Bagel, en passant par, bien évidemment, le compte Canal+, mais aussi, certains comptes comme le compte des Guignols ou autre. Donc, on a une multiplicité en fait de communautés qui viennent autour de Canal+. Nous, sur comment on travaille sur cette logique social média, on se dit on est des passionnés au service de passionnés. C'est-à-dire que moi, les gens qui travaillent chez moi pour les séries, c'est des passionnés de séries. Et donc, tout leur enjeu, en fait, c'est au travers des réseaux sociaux de partager cette passion-là, euh, à la fois avec trois axes, en fait. C'est, on a été prescripteur, c'est le rôle de Canal+, donc on a cette exigence de qualité quand on prescrit, et mais de le faire dans un ton plus digital aujourd'hui, qui va viser soit à faire de l'engagement, donc effectivement, on crée des contenus qui vont engager nos communautés, les faire réagir, les faire partager, soit de mettre ces comptes-là et ces communautés-là en lien avec nos contenus antennes pour également leur permettre de s'y retrouver dans nos offres et dans notre proposition de valeur antenne, que ce soit sur C8, C-Star, C+, ou nos chaînes thématiques. Et puis, au service de nos offres, donc on valorise sur un compte comme Canal+ Série, on va valoriser des contenus Netflix parce que, en tant que Canal+, on est fan de séries et quand il y a Casa de Papel 4 qui va sortir, elle sera disponible dans nos offres. Et nous, on est fans des séries et on a aimé, on donne un avis, on fait une recommandation par rapport à la Casa de Papel 4 parce que c'est notre rôle que l'on traduit également à l'antenne avec une émission comme le Cercle Série. Et donc, on a tous ces leviers-là qui nous permettent en fait de travailler nos communautés, ce qu'on appellera owned media, donc c'est nos communautés effectivement qu'on a par nos contenus. Et ce levier d'image et d'engagement fort, il nous aide aussi après à développer en complément toute notre stratégie de paid et de earned pour amener en fait ces communautés-là à davantage s'engager et potentiellement à prendre des offres. Donc, on travaille tous ces funnels de conversion avec les équipes commerce et avec les équipes de la marque pour travailler de la considération et ensuite tout le chemin de conviction pour les amener vers nos offres et notamment au travers du sans engagement, en 2 clics, pouvoir s'abonner à Canal+. Et puis l'autre fonction qu'ont effectivement nos communautés sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir tester des formats, pouvoir tester des appétences de formats. On a par exemple testé de nouvelles écritures. J'ai 2 exemples. La boîte à questions, par exemple. Donc, la boîte à questions qui était un contenu historique du Grand Journal, qui a été arrêté pendant 2 ans. Et puis, on a décidé de la retester et de la remettre en format très digital avec beaucoup de motion design, un format beaucoup plus dynamique, beaucoup plus jeune. On l'a remis sur le digital et puis en fait l'antenne s'en est emparée, ils se sont dit attendez c'est super, on va le réutiliser et c'est repassé à l'antenne. Pareil sur le format Brut qu'on fait avec Bertrand Huskla et Studio Bagel, qui est un format court qu'on a identifié, qu'on a travaillé avec les équipes de Studio Bagel pendant 6 mois sur le digital. Et puis cette année, on s'est dit, mais attends, ce format-là, il a un énorme potentiel, il y a une belle communauté derrière. Pourquoi ne pas le mettre à l'antenne sur clic? Et donc, du coup, tout ce travail-là, en fait, c'est un travail où ça nous permet de dénicher des talents. On a Studio Bagel aussi qui nous permet de ça, de retravailler un certain nombre de formats et après, pourquoi pas les proposer à l'antenne ou sur MyCanal. Donc, on teste des écritures, on teste des formats avec les équipes d'Ariel Saraco à la création originale pour se dire voilà, c'est quoi l'écriture de demain et comment on peut, à partir du digital, tester des choses auprès de nos communautés pour après les faire grandir, pourquoi pas vers l'antenne. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans le cœur de la stratégie digitale dont tu parlais tout à l'heure, avec d'un côté le vrai côté local et connaissance de votre audience, parce que Mhm. vous échangez avec elle sur les réseaux sociaux. Et puis d'un autre côté, on dirait qu'il y a le pilier vraiment digital où on a l'impression que c'est un peu les MVP, comme tu disais sur les 2 exemples que vous testez sur les réseaux sociaux. Tout à fait. C'est vrai que dans l'ADN de Canal, il y a création. Et en fait, aujourd'hui, le digital nous permet de créer des choses
comme beaucoup, hein, pour moins d'investissement. Donc, effectivement, tu mentionnais la logique de MVP. Effectivement, on teste des choses comme ça, avec néanmoins toujours un enjeu d'exigence. On est Canal, donc quand le compte Canal+ propose un contenu, il faut qu'il y ait une production value au niveau de Canal+, de ce que l'on fait. Et on a réussi à dénicher des formats sur le digital qui sont vraiment très en adéquation avec notre positionnement. Je pense à un format comme Déjà Vu, par exemple, qu'on met sur notre compte Canal+ Cinéma, qui est vraiment, lorsqu'on promeut un film, vous avez en fait un split screen avec une vidéo d'éléments du film qui va être proposé sur les antennes de Canal, et en dessous, toutes les références cinématographiques, donc des extraits de scènes d'autres films dont a été inspiré le film dont on fait la promo. C'est hyper visuel, c'est hyper chic. Et c'est totalement dans la logique de passionné où vous allez dire « Ah mais oui, c'est vrai, Ready Player One, mais cette scène, oui, elle me fait penser à tel film des années 80. » Donc, et c'est un vrai service et c'est une écriture qui, pour nous, engage beaucoup les utilisateurs. Et un autre exemple qu'on peut vous donner qui est très, très récent, c'est à l'occasion du Bureau des légendes saison 5, qui est toujours disponible sur MyCanal et qui a été diffusé sur Canal+ les 5 dernières semaines. On a fait un module avec Éric Rochant où tous les mardis, il répondait aux questions des internautes au sujet de la série pour pouvoir creuser un peu cette expérience-là. Donc, c'est tout cet engagement qu'on peut créer on top de l'expérience télé qui nous permet effectivement de nourrir un lien particulier avec nos utilisateurs et donc faire accroître la passion de nos utilisateurs. Eh ben, merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. C'était passionnant. On a appris beaucoup de choses sur Canal+, et sur comment vous fonctionnez. C'était très inspirant de suivre toute cette épopée. Merci à toi, merci beaucoup. Et puis merci à tous et puis à bientôt. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. À Merci, bientôt. à bientôt, au revoir.